Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur France 3. J'espère que vous allez bien, que la rentrée se passe bien et surtout que vous êtes confortablement installés devant votre télé, sur votre canapé pour profiter pleinement de ce nouveau numéro de Naturbis, le magazine qui fait rimer du lundi au vendredi, excepté le mercredi. Écologie, ville et bien-être. Nous sommes ensemble pendant une petite demi-heure avec au programme des invités, des reportages, des bons plans, des astuces. Bref, vous allez devoir prendre des notes, ça c'est sûr. Tout de suite, voici le sommaire. À Laxou, en Lorraine, un petit coin de nature fait le bonheur des grands et des petits, mais aussi des amoureux de la nature et des artistes. Découverte d'un jardin pas tout à fait comme les autres. Bioclimatique, autonome et passive, c'est une maison en bois incroyable que nous visiterons, l'œuvre d'une architecte bourguignonne qui ne prend pas l'environnement et le bien-être à la légère. Nous pousserons également les portes d'une discothèque silencieuse, ça existe. Vous verrez qu'à Grenoble, on sait faire la fête en toute discrétion et ce sont les voisins qui sont ravis. Enfin, nous recevrons Pierre Lemouel, responsable de crèche à la fois soucieuse du développement de l'enfant, du bien-être des parents et du respect de l'environnement. Et oui, là aussi, ça existe. Allez, pour commencer, vous allez voir qu'en passant par la Lorraine, avec ou sans sabots, il fait bon s'arrêter à Laxou, une commune qui sait préserver ses sentiers. Mieux, elle en fait des lieux d'expression artistique. Des coins de nature mis à disposition par la commune où flâneurs, grands et petits, artistes, mais aussi hérissons, oiseaux et autres bébêtes cohabitent en toute quiétude et sérénité. Alors on ne sait pas pourquoi il est là, pour attendre quoi? Le bus? Ça m'étonnerait que le bus passe. Alors. Moi je dirais on va attendre le temps qui passe, les oiseaux qui peuvent venir se poser, les chats, les chiens, les visiteurs des sentiers, les promeneurs. Enfin, c'est un moment d'arrêt en fait, un moment de pause pour observer la nature. Voilà, j'attends. Regardez, on dirait quelqu'un qui marche dans l'herbe et qui nous entraîne comme ça, loin, loin derrière. Et moi je vois une tortue. Laxou a le privilège d'être vraiment une zone verte et naturelle. Laxou possède 15 km de sentiers qui s'innuent entre les jardins, dans le vieux village et sur les collines. On est à 5 minutes du centre-ville, mais on est dans un sous-bois complètement en dehors du temps. Et écoutez, les oiseaux, on peut y rencontrer des hérissons, une basse-cour un peu plus loin. Si vous vous promenez, vous entendrez des oies, des coqs, des poules. Oui, non, c'est un endroit assez magique et préservé surtout. Alors c'est l'artiste Sophie Gainsbourg qui nous a mis en scène une lessive surdimensionnée. Parce que d'une part la lessive c'est quelque chose d'assez commun qu'on trouve dans les jardins. Et puis par ailleurs c'est un petit peu la trace d'une vie. Quand on expose comme ça à la vue de tout le monde ses vêtements personnels, ça raconte une histoire. Donc elle a raconté un peu sa propre histoire puisqu'elle y a peint aussi des personnages qu'elle peint habituellement sur des toiles. Personnages endormis, des couples, voilà, ce sont des traces de vie en fait. Je crois que les enfants ne se posent pas de questions, ils acceptent les œuvres d'art comme les choses un petit peu étranges et les particularités du site, puisque une artiste a marqué le site un peu comme un GR, à la manière d'un GR, avec des petits rubans colorés pour indiquer les choses à voir sur le site, donc en matière de couleurs, de matière, un peu insolite. Les enfants ont tout de suite compris ce matin, ils ont repéré les petits marquages et aussitôt ont cherché la particularité du site. Donc oui, ça forme un tout, nature et culture, art et environnement, je crois que c'est complètement lié. Alors pour info, sachez que certains riverains ont obtenu au mois de juin que ces terrains et jardins soient déclarés terrains
inconstructibles pour ainsi préserver la totalité de ces sentiers et de ces jardins. Vous le savez, dans Naturbis, on aime bien justement sortir des sentiers battus pour dénicher des initiatives qui nous aident à bien vivre au quotidien. Et aujourd'hui, nous avons mis la main précisément à Besançon, mais aussi un petit peu à Montbéliard, à Nancy, bientôt à Lyon. Nous avons mis la main sur un type de crèche qui, je le disais dans le sommaire, se soucie à la fois et se préoccupe du développement de l'enfant, du bien-être des parents et de développement durable. Ces crèches sont les crèches du réseau Baby & Co, dont vous êtes le directeur. Pierre Lemoel, bonjour. Bonjour Benoît. Alors comment on pourrait qualifier vos crèches? Un petit peu en un mot. C'est quoi, des crèches bio, on pourrait dire ça? Oui, on peut le dire, notamment pour la crèche de Besançon, puisqu'on a pu bénéficier d'une construction BBC, donc une construction, un bâtiment à basse consommation. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, un peu plus tard, avec notre deuxième invité. Qu'est-ce que BBC? Vous le saurez dans un instant. Voilà, au-delà des aspects construction, on fait très attention en particulier aux questions de qualité de l'air à l'intérieur de la structure. Donc ça passe par des choix lors des aménagements qui sont par exemple des peintures NF Environnement, des sols 100% naturels. Et puis également, ensuite, lors du fonctionnement de la structure, tout simplement le choix de matériaux ou de produits par exemple d'entretien qui sont bio. Ça se ressent aussi à la cantine? Oui, effectivement. Des repas pour les oui, enfants. oui, alors nous avons choisi un fournisseur qui nous fournit sur toutes les crèches dans l'Est de la France, qui nous propose 30% de produits issus de l'agriculture biologique, et puis le reste des produits issus de l'agriculture raisonnée. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce sont des crèches inter-entreprises, c'est-à-dire que les enfants qui sont dans ces crèches-là, en fait, comment on pourrait dire, les parents de ces enfants, ce ne sont pas les parents qui les inscrivent, enfin c'est pris en charge en partie par l'entreprise. Expliquez-moi un peu ce concept. Alors si, c'est bien les parents qui inscrivent leurs enfants. La spécificité, c'est que c'est des entreprises ou des administrations qui réservent les places pour le compte de leurs collaborateurs. D'accord, mais c'est uniquement réservé donc à ces collaborateurs, ou est-ce que, voilà, moi j'ai un bébé, je vais l'inscrire à la crèche, je n'ai pas spécialement de travail, mais est-ce que je peux quand même... Non, c'est uniquement réservé aux collaborateurs d'entreprises qui sont réservataires de places. Et c'est des crèches qui sont spécialement adaptées pour des parents qui travaillent, notamment par exemple sur les horaires qui sont élargis, la flexibilité, et puis une attention toute particulière qui est portée sur les questions de sécurité affective et d'éveil de l'enfant, puisque c'est des enfants qui vont rester parfois plus de 40 heures par semaine. Donc c'est une grosse responsabilité pour l'équipe qui accueille l'enfant. Voilà. Et financièrement, alors c'est pris en charge par l'entreprise? Alors c'est pris en charge en partie par l'entreprise. Pourquoi les entreprises font ce choix? Tout simplement, c'est un contexte en fait particulier. Aujourd'hui, de plus en plus, les personnes souhaitent concilier vie professionnelle, vie familiale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une difficulté, un besoin pour les entreprises de fidéliser, de recruter du personnel. Donc, c'est un atout important d'avoir ce type de dispositif. Par ailleurs, c'est largement aidé par un dispositif fiscal spécifique. Donc ça veut aussi dire que, par exemple, les horaires ne sont pas les mêmes que dans les crèches dites traditionnelles, l'amplitude horaire est plus large. Alors, on s'adapte un peu au milieu de l'entreprise, voilà, on s'adapte aux besoins des entreprises. Sur des crèches comme Montbéliard, comme Besançon, on est sur 12 heures d'amplitude horaire, donc c'est 7h30, 19h30, ce qui correspond à la plupart des besoins des familles. Sur une crèche comme Nancy, qui fonctionne particulièrement avec des infirmières d'une clinique voisine, on est sur des horaires de 6h15 à 20h15. Oui, quand même. Et par exemple, est-ce que ça coûte cher ou ça coûte moins cher qu'une crèche traditionnelle du coup pour les parents? Pour les parents, c'est exactement la même chose qu'une crèche de type municipal. C'est-à-dire que nous sommes une crèche privée, certes, mais nous sommes conventionnés avec la CAF. Donc nous appliquons un barème en fait qui est uniformisé au niveau national et qui est en fonction des revenus des parents et du nombre d'enfants. Alors ce qu'on peut dire en conclusion aussi, c'est qu'actuellement il y a 3 crèches en fonctionnement et prochainement il y en aura 2 nouvelles. Donc pour l'instant il y a Besançon, Montbéliard, Nancy et je crois qu'il y en aura une deuxième à Alors très prochainement une deuxième à Besançon et également la prochaine à Lyon qui ouvrira dans quelques semaines. Voilà, vous êtes parent d'un enfant, vous voulez l'inscrire, allez faire d'abord un petit tour dans le bureau de votre patron et dites-lui tout le bien que vous pensez de ce type de crèche. Merci beaucoup Pierre Lemoel. Évidemment, on retrouve toutes les infos sur notre site internet et sur celui de Baby & Co. Merci beaucoup. Et sur internet justement, j'y vais. Vous le savez, Maya l'abeille, et oui on va parler de Maya l'abeille dans Naturbis, Maya l'abeille et ses copines participent grandement à la biodiversité, voire même jouent un rôle important dans notre propre survie. Aussi pour les aider à s'épanouir, ce qu'on peut faire c'est de participer, Myriam je crois,
au projet de la Banque du Miel. La Banque du Miel, c'est un projet du Parti Poétique, un collectif qui réunit des talents artistiques et scientifiques autour du principe de pollinisation de la ville. À leur tête, Olivier Darnay, un plasticien devenu apiculteur urbain après la découverte de ces insectes passionnants. Première expérience en 2000, il installe des ruches sur le toit de la mairie de Saint-Denis dans le 93. Analyse à l'appui, le miel récolté contient plus de 300 pollens différents et aucune trace de substances toxiques. Son miel béton, c'est comme ça qu'il l'a baptisé, n'a donc rien à envier à ses équivalents campagnards. Et donc la Banque du Miel, c'est pour développer ce miel béton. Parfaitement, pour que le Parti Poétique essaime son projet dans d'autres villes, vous pouvez investir votre argent. Les abeilles se chargeront de le transformer en miel. Pour comprendre toute la démarche de cette Banque du Miel, je vous invite à visionner le reportage réalisé par nos confrères de France 3 Alpes sur l'installation de ruches atelier à Grenoble. C'était il y a 2 ans. Merci Myriam et à tout à l'heure. À présent, nous retrouvons Muriel Bessard, quelque part perdue dans les vignes bourguignonnes. Enfin, quand je dis quelque part, je sais précisément où elle se trouve, puisque c'est à Puligny-Montrachet, à quelques kilomètres de Beaune, que se trouve la maison du pot de fer. Alors derrière ce nom un petit peu étrange, mystérieux, se cache une maison belle, une maison moderne, une maison libre, mais aussi et surtout une maison bioclimatique, autonome et passive. Alors, est-ce la maison du futur? Bah oui, sans doute. En tout cas, dans un futur proche, ce sera une chambre d'hôte assez exceptionnelle, nichée comme ça dans cette grande et belle demeure en bois. Bref, c'est une visite guidée en avant-première que nous vous proposons tout de suite maintenant. Qui dit Bourgogne dit vigne, et oui, c'est dans les vignes que commence la visite de cette maison révolutionnaire. Elle a été construite au cœur de ce vignoble qui produit les meilleurs vins blancs de Bourgogne et peut-être même du monde. Elle est juste là devant moi, elle a été construite par une jeune architecte aussi enthousiaste que passionnée. Vous allez voir. La voilà, cette maison qui pointe le bout de son nez derrière ce mur en pierre. Elle est orientée au sud, évidemment, c'est le principe du bioclimatisme, avec de grandes ouvertures côté soleil et des petites fenêtres au nord. Et elle est, contrairement à son nom, toute de bois vêtu, de la tête aux pieds. Vous imaginez une coque en bois complètement emmitouflée dans une couette. Et quand je dis emmitouflée, je parle de la toiture, des murs et de la sous-face. Donc c'est quelque chose de complètement continu, vous n'avez absolument aucun pont thermique. Avec pour résultat qu'il n'y a pas de grands écarts de température, et il vaut mieux. C'est une maison autonome, c'est une maison qui n'est pas reliée au réseau EDF, qui n'est pas reliée au réseau PTT, qui n'est pas reliée à l'assainissement. La seule chose à laquelle elle est reliée, c'est l'eau potable. Et oui, ici EDF on ne connaît pas, l'électricité est fournie par une éolienne de 18 mètres et des panneaux photovoltaïques. Des batteries permettent de stocker l'énergie non utilisée. L'eau, elle vient donc du réseau, mais elle n'est pas rejetée dans les eaux usées, elle est filtrée dans ces bassins par un système de phytofiltration. Il va filtrer que les eaux de la douche et les eaux de la cuisine, qui sont finalement des eaux pas très polluées, parce que d'un côté vous avez de l'eau avec un peu de nourriture et de l'autre vous avez de l'eau avec un petit peu de savon écologique. En effet, pour les toilettes, le problème a été résolu différemment. Elles sont sèches, cela permet d'économiser 50% de la consommation d'eau et puis c'est pratique car ici, on a pensé à tout. Vous avez une trappe à serrure, vous ouvrez la serrure et puis lorsque c'est l'heure de vidanger le seau, que vous vidangez à peu près 1 fois par semaine, vous avez la possibilité de le prendre, hop, de mettre le couvercle par-dessus et ensuite de vous diriger vers le bac à compost qui est de l'autre côté du jardin pour vidanger le seau. Vous voyez ce geste-là tout simple que vous faites tous les jours? Eh bien ici, il prend une toute autre dimension, une dimension presque philosophique. Quand vous tournez l'interrupteur pour avoir de la lumière, vous avez une vague de liberté qui vous envahit. Tout simplement parce que vous êtes relié à aucune source d'énergie nucléaire, ni d'énergie polluante ou d'énergie fossile. Et pourtant ici, il y a tout comme chez vous, four, lave-linge, lave-vaisselle. Ces appareils ménagers associés à une isolation en bois très efficace sont même indispensables. C'est ce qui fait une maison dite passive. L'activité humaine à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire prendre des douches, faire la cuisine ou simplement se mouvoir dans la maison, permet d'amener le petit complément nécessaire en termes de chaleur pour que la maison soit à une température ambiante agréable.
Alors là, on est dans l'une des 3 chambres d'hôtes. C'est une chambre qui est située au premier étage et qui cadre entièrement sur le paysage des vignes au loin. Les chambres, totalement indépendantes, ont chacune une terrasse et des sanitaires. Tout ici est confortable, agréable, esthétique. Le bio, l'écolo n'exclut pas le plaisir et le bien-être, au contraire, c'est même la priorité pour la jeune architecte. Je préfère avoir une maison qui ne soit pas passive, par exemple, mais construite avec que des matériaux naturels. Parce que je pense que la santé humaine est quelque chose de primordial. Voilà, c'est pas la peine d'essayer d'exceller dans tous les labels qui existent aujourd'hui en France et ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une logique intelligente. C'est de ne pas essayer de répondre à ce que des organismes ou un gouvernement essayent de mettre en place. On reste dans quelque chose qui nous semble cohérent et qui soit en résonance, on va dire, avec nos convictions. Alors pour terminer, sachez que cette maison a un inconvénient, oui, un inconvénient, son coût. Elle est 20 à 30% plus chère qu'une maison traditionnelle. En revanche, ici, pas de facture, il n'y a que l'eau à payer. Et puis autre bonne nouvelle, c'est une maison d'hôtes. Donc si vous avez envie de tenter l'expérience de la maison bioclimatique, eh ben une seule adresse, c'est la rue du Pot de Fer à Pouligny-Montrachet. Et en plus, il y a du bon vin. À consommer évidemment avec modération, Muriel. Pour profiter, j'ajouterai, pour profiter de cette maison du Pot de Fer, vous avez l'adresse, moi je vais vous donner la date, c'est à partir du mois de novembre. À mes côtés, sur ce plateau maintenant, Vincent Panissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au sein de l'association AGENA. Vous êtes un spécialiste du BBC. Avec vous, on va un peu poser les bases du BBC. Qu'est-ce que c'est ? Alors BBC Qu'est-ce qui se cache déjà derrière ces initiales ? Alors BBC pour non pas bâtiment bien conçu, nous on l'entend comme ça, mais voilà, bâtiment basse consommation. En fait, c'est un niveau de performance, donc d'efficacité énergétique, un certain nombre de kilowattheures à pas dépasser sur le projet. Voilà, kilowattheures qui est déterminé par un bureau d'études thermiques. Là, on l'a vu dans le sujet, ce type de maison, c'est très bien à la campagne, dans les villes, mais à la campagne, mais justement, est-ce que dans les villes, on peut transposer ce type de projet ? Tout à fait. La basse consommation est transposable aussi bien sur des gros projets neufs, des petits neufs, et essentiellement, c'est tout là qu'elle prend son intérêt, sur le bâti existant. Voilà, il y a un niveau BBC pour le neuf et un niveau BBC pour l'existant. Alors, comment obtenir un bâtiment basse consommation ? Il y a des étapes clés à respecter. Nous, au sein du programme Effologie, on a défini un peu un porte-clés, des étapes clés du bâtiment basse consommation. Cette clé, voilà, et pour un bâtiment neuf, c'est évidemment un bâtiment compact qui a peu de surface déperditive avec l'extérieur, bâtiment qui est très ouvert au sud pour profiter de l'énergie gratuite du soleil. C'était le cas là dans le sujet. Voilà, le cas dans le sujet. Une très très bonne isolation, donc un choix d'isolant dense, durable, qui se tient dans le temps. Une barrière d'étanchéité à l'air, il ne faut pas qu'il y ait de fuite d'air dans le bâtiment, des vitrages performants. Donc là, on est sur l'enveloppe, sur le durable. Et une fois qu'on a fait une bonne enveloppe, on s'intéresse au système, un système de ventilation efficace, un chauffage très performant et un système de production d'eau chaude aussi pertinent selon l'inclinaison du toit, les conditions climatiques. Donc pour respecter tout ceci, j'imagine quand même ça a un coût, c'est forcément un peu plus cher ou alors, pas forcément sur les biens neufs par exemple? Alors pas forcément. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau basse consommation tel qu'on le connaît aujourd'hui va devenir la future réglementation thermique. Tous devoir s'y mettre. Voilà, tous devoir s'y mettre. Donc un coût par rapport à quoi? Quelque chose que vous devez respecter. Voilà, ça a son coût. Alors après, pour aller sur la rénovation, et c'est là qu'on a le plus gros du chemin à faire. Chaque projet est différent. Et là, c'est vrai que intervenir sur un pavillon existant, on peut avoir des fourchettes de prix assez élevées. C'est pour ça que voilà, nous on imagine sur le programme Effologie un dispositif qui permettrait de le faire par étapes, voilà, raisonner global sur les 7 clés, comme on l'a vu pour le neuf, mais en définissant voilà, des étapes clés, intervenir sur la maison, sans oublier les futures étapes pour au final atteindre un BBC rénovation. On peut échelonner nos travaux sur quelques mois, plusieurs années même Vu les coûts, plutôt plusieurs années. Plusieurs années, voilà. Mais si le projet est pensé dès le début, il y a pas mal d'aides financières, d'aides techniques et d'aides financières, vous pouvez atteindre le niveau BBC en une fois ou 2 fois. Et vous alors, votre rôle très concrètement, que faites-vous? Vous faites le diagnostic énergie? Alors, non, on n'est pas, on est facilitateur, on anime le programme aux côtés de la région Franche-Comté et de la direction régionale de l'ADEME, et on est facilitateur, on fait l'interface entre les professionnels, les particuliers, les bailleurs, les collectivités, et voilà, on réalise des visites de chantier, des plaquettes de communication, site internet, plus des animations, voilà, des participations, des interviews. Ouais. Comme aujourd'hui. J'aimerais juste très rapidement qu'on revienne sur la rénovation. Évidemment, c'est plus compliqué à mettre en œuvre.
Alors chaque projet de rénovation est différent et effectivement, selon l'état lequel on part, hein, d'où l'intérêt d'avoir un audit énergétique dès le début du projet, pour que le bureau d'études qui vient sur le chantier, sur la maison à rénover, puisse identifier là où il y a le plus de déperdition thermique et dire voilà, il faut intervenir prioritairement sur le toit, sur les murs, changer plutôt votre système de chauffage, voilà, pour pouvoir hiérarchiser et orienter le particulier vers une bonne rénovation thermique. Pour conclure, Vincent, on peut dire que pour tous les téléspectateurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure du BBC, il y a des portes ouvertes, une espèce de porte ouverte quasiment tous les samedis, c'est ça? Oui, alors on peut visiter des maisons de particuliers? Tout à fait, voilà, c'est le réseau des espaces Info-Énergie, il y en a un dans chaque département, en Bourgogne, en Franche-Comté, dans toutes les régions de France, et ces conseillers Info-Énergie organisent quasiment tous les samedis des visites de maisons BBC, rénovées, neuves, chez les particuliers, donc adressez-vous à ce réseau pour aller voir et pour le croire. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end. Il y aurait encore plein de choses à dire sur les bâtiments basse consommation. Si vous avez des questions, moi je vous invite tout simplement à vous rendre sur notre site internet et à nous poser ces questions. On se ferait un plaisir de réinviter Vincent, et Vincent, évidemment, vous serez heureux de revenir. Tout à fait. Merci beaucoup. Tout de suite, on file sur internet, justement. Et sur Internet, on va retrouver Myriam, évidemment. Vous le savez, dans cette émission, tous les jours, on vous dit comment bien vivre en ville. On vous dit que c'est sympa d'habiter dans la ville, mais il faut quand même avouer qu'il y a quelques désagréments. Heureusement, Myriam a déniché sur Internet une bande de joyeuderie qui rit de tout cela, qui a pris le parti de rire de tous ces désagréments. On les appelle les urbanophiles, Myriam. Les urbanophiles, ou comment savourer les délices du monoxyde de carbone et des embouteillages dans une ambiance grise et bétonnée. Vous l'avez compris, les urbanophiles prennent le contre-pied de tout ce qui nous pourrit la vie en ville. C'est hilarant, en effet. Je vous en laisse déguster un petit extrait. Mario, c'est un personnage très important dans le quartier. Ça, Mario? Ouais. Voilà, c'est un peu lui qui est chargé de nous réveiller chaque matin, comme dans un grand hôtel. À 7h du mat, Mario, quoi qu'il arrive, il pleuve, il neige, il est là. C'est-à-dire que sans lui, je pense que personne ne se réveillerait. Tout le monde ferait des grasses matinées. On va laisser Mario travailler, s'il y a encore des gens réveillés. Et puis nous, on continue. Et qu'est-ce qu'on pourra voir dans les autres épisodes, alors ? Vous pourrez aussi découvrir les joies du cadre de vie et ses délicieuses inhalations de pots d'échappement, les instants de détente au bord du caniveau ou encore la découverte de la faune locale à travers l'observation de ses odorantes déjections. Bref, du grand bonheur. Et puis pour la suite, sachez que notre urbanophile en chef a depuis découvert les joies tout aussi intenses de la vie en Auvergne. Là encore, c'est résolument savoureux. Merci Myriam, et à jeudi. Alors si les urbanophiles ont pris le parti de rire de la pollution, on l'a vu là, par exemple la pollution olfactive, eh bien nous allons voir qu'il est assez simple finalement de lutter contre la pollution sonore. Alors comment? Me direz-vous? Bien tout simplement en optant pour le casque. Oui, mais alors bon, porter un casque par exemple dans une discothèque, cela semble improbable. Eh bien pas forcément. Tenez, en juillet dernier, à Grenoble, 8000 fêtards, 8000 clubbers, 8000 danseurs se sont donné rendez-vous sur une piste de danse à ciel ouvert pour se trémousser des heures durant au son de DJ endiablés. Et le tout, figurez-vous, dans un silence quasi monacal. Silence, on danse, un sujet de Franck Grasso et Damien Borelli. Pas une note, juste la clameur d'un rassemblement en pleine ville. Le bruit de silhouettes qui s'agitent sur un dance floor sans vraiment qu'on sache pour qui, pourquoi. Parce que c'est trop bien. Fallait venir, une pièce d'identité, on vous donne une casque et vous écoutez la bonne musique. Silence, on danse, un scénario improbable. 8000 casques sans fil distribués aux passants qui osent entrer dans la danse et s'enfermer dans un univers musical. Car ces danseurs ont le choix entre deux ambiances, distillées par 7 DJ tout au long de la soirée. Quand tu travailles avec des grosses enceintes, tu ressens les basses, etc. Là, tu les ressens pas. Mais tout d'un coup, tu as des choses quand même plus précises dans le mix. Du coup, tu entends plus les pains, s'il y en a. et du coup, non, c'est assez intéressant. J'essaye de les entraîner et puis tout le temps de sentir les vibrations. Et je vous cache pas que j'écoute aussi mon voisin. Pas pour être dans la même ligne que lui, mais justement pour proposer quelque chose de différent. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai ce que tu danses. Sans cesse, la curiosité des invités à la discothèque silencieuse est piquée. On cherche à savoir ce que l'autre entend
ce qui le fait bouger. On peut enlever le casque, on peut discuter avec les gens si on a envie de discuter, donc c'est sympa. Et puis c'est vraiment, ça change, donc on voit tout le monde bouger, on enlève le casque, c'est marrant, tout le monde bouge, on n'entend rien, donc c'est sympa quoi. Importé de Grande-Bretagne, le concept de la discothèque silencieuse a largement séduit Grenoble et ravi les voisins qui ont dormi sur leurs deux oreilles, à l'heure qu'à côté, on dansait à tue-tête. Moi, j'ai essayé d'appliquer ce concept à l'émission, mais je n'ai pas encore trouvé. Naturbis, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, pas demain, jeudi. On se retrouve jeudi. Allez, salut! Dans Naturbis, jeudi, un programme alléchant et varié. Nous irons dans un jardin, dans un parc d'entreprise, mais aussi à l'université et chez vous. Voici en avant-première le sommaire. 265 plantes médicinales regroupées dans un même endroit, c'est l'œuvre d'André Caudron, un éminent phytothérapeute qui nous ouvrira rien que pour nous les portes de son jardin merveilleux. Du côté de Reims, nous verrons comment certaines entreprises se mobilisent pour favoriser le déplacement de leurs salariés. Transport en commun, prêt de vélo, covoiturage, les idées ne manquent pas. Nous mettrons le nez dans vos déchets pour vous dévoiler absolument tout sur les secrets du compostage collectif. On peut habiter dans un immeuble et faire son compost, ça ne demande pas grand-chose, juste un peu d'organisation. Enfin, nous donnerons un gros coup de projecteur et de chapeau aux étudiants de l'UTBM qui ont inventé en 24 heures un lampadaire révolutionnaire, intelligent, qui réduit la pollution lumineuse. En Franche-Comté, il n'y a pas de pétrole, mais il y a des idées. Et vous découvrirez tout ça, quand ça? Eh bien jeudi, sur France 3. À bientôt.